Dans la dernière vidéo du chapitre, dans cette dernière section, nous allons discuter de la thèse de Church-Turing. Church et Turing, ce sont deux mathématiciens qui, au début du 20e siècle, vraiment ont formalisé la notion de qu'est-ce que c'est calculer, qu'est-ce qu'on a besoin pour calculer, qu'est-ce que ça veut dire calculer, qu'est-ce qui est calculable. Church utilisait le lambda calcul et Turing utilisait la machine de Turing. Dans un contexte d'info théorique, les deux modèles sont utilisés pour réfléchir sur la notion de calculabilité du programme, mais la machine de Turing a des avantages parce qu'elle permet de formaliser vraiment la notion d'opération élémentaire et d'espace mémoire utilisé. Donc, c'est pour ça que nous, on a étudié la machine de Turing. Évidemment, à partir de maintenant, on va arrêter de donner les programmes détaillés pour chacune des machines. On ne programme pas en machine de Turing. Ce qu'on veut faire ici, c'est comprendre que la machine, c'est le modèle. La machine de Turing, c'est le modèle universel. C'est le modèle qui permet d'exprimer qu'est-ce qui est calculable. Si c'est calculable, ça peut se calculer par une machine de Turing et vice-versa. Évidemment, si ça se calcule par une machine de Turing, c'est que c'est calculable. Et donc, la machine de Turing capture le concept. La machine de Turing est très intéressante parce qu'elle formalise aussi la notion d'espace. Quel est l'espace qu'on a utilisé sur le ruban? Et elle formalise aussi parfaitement bien la notion d'opération élémentaire. Multiplier deux nombres de 20 décimales, ce n'est pas une opération élémentaire. Sur une machine de Turing, ce n'est pas non plus une opération élémentaire. Sur une machine de Turing, l'opération élémentaire, c'est vérifier dans le tableau qu'est-ce que je fais étant donné tel symbole et tel état. C'est une opération qui est élémentaire. Et donc là, maintenant, on va donner des descriptions informelles. En fait, on va parler de pseudocode pour décrire nos machines de Turing. Mais un concept important qu'il faut qu'on discute, c'est qu'on doit, d'une certaine façon, comprendre ou rendre de façon plus explicite le fait que la machine de Turing, c'est un modèle universel. Et en réalité, les programmes tant que qu'on a vu aussi permettent de calculer n'importe quelle fonction qui est calculable. Les machines de Turing et les programmes tant que sont équivalents. Les machines de Turing travaillent avec des chaînes de caractères qui sont sur le ruban. Les programmes tant que travaillent avec des entiers, mais on est informaticien, on sait qu'on peut coder par des chaînes de caractères n'importe quel document, mais on peut aussi coder par des entiers n'importe quel document. On a vu toutes sortes de codages, le codage de Gödel pour les tableaux, etc. Donc, une chaîne de bits, c'est une chaîne de bits, que ce soit une chaîne de caractères ou une chaîne ou un entier. Donc, en fait, les machines de Turing ont la même puissance de calcul que les programmes tant que. La thèse de Church-Turing, c'est que tous les modèles de calcul qui sont suffisamment riches sont équivalents à la machine de Turing en termes de calculabilité. Qu'est-ce qu'on peut calculer, qu'est-ce qu'on peut exprimer comme programme. Donc, les machines de Turing peuvent simuler les programmes tant que. Je n'ai pas la preuve formelle de ça. Je vous invite à y réfléchir. La façon formelle de prouver ça, ça serait d'écrire carrément un compilateur, c'est-à-dire d'écrire une machine de Turing qui va simuler les programmes tant que et de démontrer que le programme est correct. Évidemment, c'est très lourd. Mais on a l'intuition qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on pouvait, par exemple, décrémenter. Programmer l'incrémentation se fait de la même façon. On peut incrémenter une valeur, on peut copier des valeurs sur le ruban. On peut comparer des valeurs s'ils sont égales ou pas. Et donc, en y réfléchissant pendant quelques temps, on peut se convaincre de façon assez sérieuse qu'il n'y a pas de problème. La machine de Turing peut simuler les programmes tant que. Il va falloir écrire beaucoup de code, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, une remarque peut-être, c'est que si la machine de Turing ne s'arrête pas, ou si le programme tant que ne s'arrête pas, il n'y a pas de problème. Quand vous allez faire la simulation, la machine de Turing non plus ne s'arrêtera pas. Et donc, on va noter ça ici par une valeur flèche vers le haut quand un programme ne s'arrête pas. Eh bien, dans les deux cas, dans le cas des programmes tant que, dans le cas des machines de Turing aussi, on peut avoir des machines qui ne s'arrêtent pas. D'ailleurs, je vous demande comme question de devoir une certaine machine de Turing que je vous ai donnée dans une vidéo précédente. Est-ce que oui ou non, cette machine-là, elle s'arrête ou elle ne s'arrête pas? Une des caractéristiques assez importantes qu'on va voir plus tard dans le cours, mais une caractéristique assez importante, si votre modèle de calcul est assez puissant pour être équivalent aux machines de Turing,
normalement, en fait toujours, vous allez avoir la capacité d'écrire des programmes qui bouclent à l'infini. C'est une caractéristique absolument essentielle de tous les langages de programmation qui sont suffisamment puissants pour pouvoir exprimer n'importe quelle fonction. On peut aussi simuler la machine de Turing avec un programme tant que. Pour faire ça, c'est plus facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder le ruban. On va coder la configuration de la machine dans un tableau. Puis le tableau, on va utiliser le codage de Gödel. Et donc, on a à écrire un programme, une boucle tant que. Tant qu'on n'est pas à l'état accepte ou rejette, incrémenter la machine. Et incrémenter la machine, ça se fait en allant dans un tableau, en allant voir des valeurs et tout ça. Donc, rien de bien étrange, mais quand même, là aussi, le programme qui fait le travail est assez lourd. Ça serait assez fastidieux d'entrer dans le détail de donner le programme. Mais si vous y réfléchissez, encore une fois, de façon sérieuse, vous allez arriver à la même conclusion. La machine de Turing peut simuler le programme tant que, et les programmes tant que peuvent simuler les machines de Turing. Donc, qu'est-ce que c'est la thèse de Church-Turing? La thèse de Church-Turing, c'est que tout ce qui est intuitivement calculable par un algorithme est calculable par une machine de Turing. Et tout modèle de calcul raisonnable peut être simulé efficacement avec une machine de Turing. Et ça, la thèse de Church-Turing, elle existait depuis l'aube de l'informatique, depuis les années 30, quand on a eu des premiers ordinateurs. C'est quelque chose qu'on connaissait, qu'on comprenait, et ça n'a jamais été remis en question jusqu'à récemment. La notion de calculabilité, la notion de qu'est-ce qui peut être calculé n'a pas changé. On continue de croire que la machine de Turing, ça exprime ce qui est calculable, ce qu'on peut résoudre comme problème. Par contre, là, on commence à se poser des questions au niveau de l'efficacité. Tous les ordinateurs qui existent, toutes les machines qui existent, tous les programmes qui existent, les Mac, les PC, les téléphones cellulaires, etc., tout ça a la même notion d'efficacité du calcul. Si ça se fait efficacement sur une de ces machines-là, ça se fait efficacement sur une autre. La différence qu'on va avoir, ça va être une constante, une différente constante, une constante qui peut être énorme dans certains cas, mais quand même une différence constante. La notion d'efficacité va être robuste. Mais depuis quelques années, les gens étudient le concept d'ordinateur quantique. D'ailleurs, Gilles Brassard va peut-être vous en parler un petit peu. Et ça, l'idée de l'ordinateur quantique peut remettre en question la notion de ce qui se calcule efficacement. Par contre, l'informatique quantique et l'ordinateur quantique sort du cadre du cours, donc ce n'est pas un modèle que nous, on va étudier. Par contre, je voulais le mentionner, c'est quelque chose d'important. On n'a pas encore d'ordinateur quantique, mais si jamais on arrivait à les construire, on pourrait remettre en question de façon assez solide la notion de calculabilité.